le mot borie est un mot qui peut porter à confusion. Parce que si nous allons dans le Languedoc, dans le Languedoc par exemple, une borie, grosso modo, c'est une bergerie. Ah ouais. Voilà, une architecture relativement sommaire. Lorsque nous utilisons le mot borie dans le Lot, ça fait référence précisément à une époque, la fin du XIIe siècle jusque dans les années 1320, c'est-à-dire grosso modo jusqu'au début de la guerre de 100 ans. Donc c'est vraiment très circonscrit dans le temps et c'est très circonscrit aussi géographiquement. Les bories sont des palais ruraux appartenant à la bourgeoisie et donc ils sont toujours situés en périurbain. Il n'y a pas de borie du côté de Cagnac-du-Causse ou de Sénaillac. Une borie est toujours en lien avec une ville plus ou moins importante. Donc dans le Lot, nous avons isolé différentes bories, notamment du côté de Figeac, une du côté de Gourdon, et l'essentiel des bories médiévales que nous connaissons sont en périurbain de la ville médiévale de Cahors. Alors, avant d'entrer plus avant dans la définition de ce qu'est une borie, je peux vous proposer, alors je vous invite à vous approcher de moi. Voilà. Donc c'est une étude qui a été menée par un architecte et archéologue du bâti dont vous connaissez peut-être le nom si vous êtes cadurcien. Il s'agit de Gilles Séraphin et qui a essayé de proposer un inventaire des bories médiévales, donc sur la période fin 12e jusqu'au début du 14e siècle, 120 ans à peu près, autour de Cahors. Il l'a mieux conservée de toutes ces bories. C'est celle que nous allons découvrir aujourd'hui, la borie de Savanac. Et voilà. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. J'espère pas écorcher votre nom, Clément Schmitter. Oui. Voilà. Qui est le fils de Claire et Christian Schmitter, les propriétaires de la borie, qui, étant là fortuitement aujourd'hui, a décidé de suivre la visite. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, alors c'est pas mal quand même. Ah bon? Oui. Certaines, nous avons les vestiges archéologiques, nous avons les vestiges du bâti. À la Madeleine, il y en a une qui s'appelle Rigagnac, qui est le long des berges du Lot. Voilà, Cavagnès. Du côté de Bégousse, on en a isolé une. À la Bérodie, on en a isolé une, celle des Béraud, justement, de la famille Béraldi ou Béraud. Voilà. Mais il y en a d'autres que Gilles Séraphin a isolées que par l'étude des textes, qui ont entièrement disparu. Voilà. Alors celle-ci est la mieux conservée. Maintenant, proposer une définition pour ce qu'est une borie dans le sens quercinois du terme, c'est d'abord se poser la question de l'étymologie. Si on remonte à la forme latine, ça vient de bovaria, c'est-à-dire les bœufs. Donc borie porte dans son étymologie le fait que ce soit une propriété agricole, que ce soit une entreprise, du bâti agricole, puisque c'était des propriétés agricoles suffisamment aisées, suffisamment riches pour que l'on puisse tracter avec des bœufs, qui était un luxe. Donc la forme occitane de bovaria va donner boria, qui a été francisée en borie. Alors, je répète, vraiment les éléments de base que j'ai dit en introduction, ce sont des propriétés agricoles dont les propriétaires ne sont pas des nobles, ce sont des bourgeois. Et ces bourgeois cadurciens, nous les nommons au XIIIe siècle les Cahorsins. Voilà. C'est le gentilé à la base au XIIIe siècle, des habitants de Cahors. Sauf que l'on va désigner sous ce nom de Cahorsins une élite du maximum 12 familles. Ils sont très peu, nombreux, mais cette élite de marchands va connaître un développement spectaculaire dès la fin du XIIe siècle et connaître une apogée au XIIIe siècle pour diverses raisons. Ce sont donc, si on veut proposer une définition pour Cahorsins, ce sont des marchands de niveau international, ce sont des brasseurs d'affaires, bien plus que des usuriers et des banquiers. Ça, c'est la façon un peu galvaudée de voir les choses. Ce sont d'abord et avant tout des brasseurs d'affaires, des propriétaires de comptoirs. Et nous avons la chance d'avoir eu 2 chercheurs belges qui ont consacré leur thèse d'histoire au phénomène Cahorsin. Puisque en Belgique, ils n'ont pas connu de révolution française et ils n'ont pas fait des feux de joie avec leurs archives. Voilà. Et on a également pas mal d'archives dans le sud de l'Angleterre qui nous ont permis quand même d'avoir une connaissance relativement fine et relativement pointue de ce phénomène
de marchands possédant des comptoirs à Ypres, à Bruges, à Gand, donc dans les avant-ports belges, dans le sud de l'Angleterre et notamment le port de Londres, également très présent dans les foires continentales, notamment les foires d'Île-de-France. On a là aussi des textes d'implantation de Cahorsin à Provins en particulier. Évidemment, le port de Bordeaux, le port de La Rochelle. Et on a quelques traces textuelles d'implantation de comptoirs cahorsin sur le pourtour méditerranéen. On n'a pas de traces de texte à Montpellier, mais par contre le bâti permet de tisser des liens. L'hôtel de Graillon, par exemple, à Montpellier, est extrêmement ressemblant avec les maisons tours que nous avons dans Cahors. Donc on sent qu'il y a quand même des liens, des contacts, mais on va trouver quelques textes du côté de Gênes, voilà, de l'implantation cahorsin. Alors, ces Cahorsins, sur quoi ont-ils bâti leur fortune et quels sont les paramètres qui ont pu permettre ce développement? Parce que quand on le regarde du point de vue du XXIe siècle, on se dit mais Cahors est une enclave. Cahors est loin de la Méditerranée, surtout si on doit y aller à pied ou à cheval. Et Cahors est loin de l'Atlantique. Et ouais. Voilà. Alors au XVIIe siècle, ça c'est rédhibitoire. Cahors au XVIIe siècle n'est pas une ville de marchands. Pour être riche et prospère au XVIIe siècle, il faut être soit à des grands nœuds routiers ou avoir des denrées rares et précieuses à négocier. Je pense le développement de Toulouse au XVIe siècle qui est lié au pastel. Voilà, il faut avoir une denrée rare et précieuse qui va être le ferment d'une fortune ou alors être proche des grands réseaux marchands. Au XVIIe siècle, non. Mais au Moyen-Âge, on est très bien placé. On est en position de carrefour. Alors ceux qui ont l'habitude de suivre mes visites, je pense que vous êtes trop sur ce discours. Vous pouvez le entendre un peu, d'accord. Tant mieux. Nous sommes le long d'un axe majeur qui relie Paris à Montpellier. Alors Montpellier qui est un grand carrefour marchand méditerranéen. À partir du XIIIe siècle, Montpellier est richissime et vraiment un grand pôle de négoce. Cette route, elle est de fondation gallo-romaine. Au XVIIe siècle, cette voie gallo-romaine qu'on a entretenue pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance va devenir la grande route des relais postaux. On a pas mal de relais postaux le long de cet axe, qui va devenir la Nationale 20. Et en parallèle de cette Nationale 20, on va tracer l'autoroute A20. Qui nous permet aux gens de Corrèze de venir nous voir. Merci. Bien, donc on est relié aux foires d'Île-de-France, foire de Champagne, foire du Landy, ville de Provins, qui sont des carrefours de négoce fondamentaux dans la moitié nord de la France et vers le Luxembourg, l'Allemagne, etc. Et surtout les Flandres. Et on a cet accès à la Méditerranée, qui est fondamental aussi, puisque c'est le centre du monde économique, quand même, à ce moment-là. Si ce n'est le centre du monde tout court. Un autre axe, dont un grand historien du Quercy ne cesse de rappeler l'importance. Alors l'historien, c'est Jean Lartigot, et l'axe, c'est La Rochelle-Montpellier. Encore une fois, Montpellier. D'accord. Voilà. Alors c'est quoi cet axe, La Rochelle-Montpellier? C'est un axe, La Rochelle, qui arrive du côté de la Corrèze, tiens, aux Basines. Ah oui. Oui, d'accord. Alors, je vais faire des liens quand même avec la Corrèze, vous nous faites l'amitié de venir. J'évacue complètement le fait que ce soit d'abord Pierre-Emmanuel Barré qui vous ait fait venir. Voilà, et pas la bourrée de Savanac en disant tiens, tant qu'à faire, on ira voir Pierre-Emmanuel. Aux Basines est une abbaye cistercienne très importante du sud de la Corrèze qui possédait une quantité impressionnante de marais salants en Saintonge. Et c'est Aubazine qui, autour du XIIe siècle en tout cas, jusqu'au XIIIe, va noyauter, clairement, et d'une main ferme, tout le commerce du sel. Parce que nous, dans le Rouergue, dans le Limousin, en Auvergne, en Quercy, on n'a pas de sel de terre. On ne le fait pas venir de Méditerranée, on le fait venir de l'Aunis et de la Saintonge, c'est-à-dire de Charente-Maritime aujourd'hui. Voilà. Et donc, cette route qui va en fait, grosso modo, de La Rochelle à Brive et après rejoint la Nationale 20, en fait, le premier axe dont je parlais, forme un bel arc de cercle et nous ouvre, nous, Cahors, le port tout neuf à l'époque de La Rochelle, le seul port en eau profonde que nous ayons sur la façade atlantique. Parce que si vous y pensez 2 secondes, La Rochelle Nantes et Bordeaux sont en fond d'estuaire. Là, La Rochelle, en pleine façade atlantique, un port en eau profonde, capable de recevoir ces bateaux à coque très ventrue qui se développent au XIIIe siècle, qu'on appelle les cogs. Voilà. Donc c'est la route qui nous amène le sel.
et qui nous permet d'atteindre l'Atlantique, le port de La Rochelle. Donc un axe vraiment majeur, et Jean Lartigot insiste énormément sur cet axe-là. Et enfin, notre rivière, juste en contrebas de la Borie de Savanac, le Lot, et dans le bassin versant de la Garonne, et donc nous ouvre la richissime Guyenne, Bordeaux. Et c'est pas anecdotique non plus. Il y a des Bordelais parmi vous d'origine, de naissance Allez-y, avouez-le. On essaiera d'être tolérant. Juste, je voulais vous dire, ce phénomène caorcin, donc j'ai dit qu'il y avait des raisons géographiques, que je viens d'exposer à l'instant. Ça, ce sont des extraits d'articles en ligne, des extraits de thèses par les chercheurs flamands sur le phénomène caorcin. Les caorcins en Flandre au XIIIe siècle, je vous les donne pas, bien entendu. Et Philippe Wolff, le problème des caorcins. C'est in English? Allez Marie, sur ta culture. Non, il y a un peu de français. Une page en anglais, une page en français. C'est toujours publié en français et en anglais. Les publications scientifiques aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez des références, vous pourrez les trouver en ligne et approfondir ce sujet des caorcins. Les caorcins, on a voulu en faire, ce sont un petit peu mythologiques, des usuriers sans scrupules. Il m'arrive parfois de laisser traîner une oreille lorsque passe le petit train, pour lequel j'ai énormément d'amitié, quand même, je le dis, en disant le taux d'intérêt, parce qu'ils prêtaient de l'argent. Non, ce sont des marchands, ce sont des brasseurs d'affaires, ils ont des capitaux. C'était l'évêque de Cahors, quand il avait des emprunts à faire, il n'allait pas voir les Juifs de Montpellier. Il faisait avec l'élite richissime qu'il y avait là. Voilà. Alors on disait des taux d'intérêt à 60%. Eh bien, un autre historien du Quercy, Étienne Beau, a étudié, bonjour monsieur, les lettres de créance. Ça n'est jamais mentionné, les taux d'intérêt, ce sont des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en prennent pas. Ils sont bien d'accord, c'est pas parce que c'est pas écrit qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Mais donc Jean Lartigot s'est intéressé à cette question en disant mais c'est sûr qu'ils ne prêtaient pas l'argent gratuitement. Non. Évident que non. Mais en tant que chrétien, ça ne se fait pas. Au XIIIe siècle, on évite. Surtout dans une ville où le seigneur est aussi l'évêque. Et le principal débiteur, d'ailleurs, aussi. En général, lui qui taxe. Qu'est-ce qu'ils font alors ? Jean Lartigot a vraiment étudié les lettres de créance et par exemple, il prête l'argent en monnaie de Cahors. Parce que l'évêque de Cahors frappait la monnaie. Une monnaie dite noire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de cuivre que d'argent dedans. Voilà. Donc il prêtait l'argent en monnaie de Cahors, mais il l'exigeait dans une monnaie qui avait une grande valeur. En or. Ah non, quand même pas. Ah oui. Non, ça aurait été... mais une monnaie où il y a beaucoup de métal argent dedans. La monnaie viscontine. C'est chez vous. Enfin, je ne sais pas, vous êtes du nord de la Corrèze. Non, vous êtes du sud. Voilà. Pas loin d'Aubazine. Pas loin d'Aubazine. Voilà. La vicomté de Turenne, donc. Vous êtes dans la vicomté de Turenne. Et la monnaie de la vicomté de Turenne la livre viscontine avait beaucoup plus de valeur que la livre cahorsine. On pouvait demander le remboursement, par exemple, en livre de Figeac. Puisqu'à partir du XIVe siècle, on frappe la livre tournois, la livre royale, à Figeac. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel de la monnaie, l'office de tourisme, c'est pas là. Ça a été rasé l'endroit où on frappait monnaie à Figeac. Mais c'était dans ce quartier-là, le quartier Horta-Badial. Voilà. Donc, et on déguisait, on cachait en fait les taux d'intérêt dans le taux de change. Donc on voit l'émergence d'une bourgeoisie richissime. Y a-t-il des gens à qui j'ai pas vendu de billets ici ? Oui, il y en a qui se rajoutent. On réglera les contingences bassement matérielles plus tard. Voilà. Et vous êtes les bienvenus. Donc, c'était une entrée en matière un peu abrupte, excusez-moi. Ces hommes, les cahorsins, donc, sont des bourgeois qui voyagent, puisqu'ils ont des comptoirs dans les Flandres, puisqu'ils ont des comptoirs à Provins ou à La Rochelle. Ce sont des hommes qui parlent certainement plusieurs langues vernaculaires. Je ne dis pas qu'ils lisent le latin, mais je dis qu'ils lisent, par contre, et qu'ils écrivent. Vu les lettres de créance, ils écrivent. Ce sont des notaires, bien sûr, qui les ont rédigées, mais ils écrivent. Ils savent compter. Ça, on est absolument sûr. Voilà. Donc, ce sont, des hommes de réseau, des hommes rompus aux arcanes de la finance et du commerce de leur temps, des hommes ouverts, disons, sur la géographie et donc aussi avertis
des choses de ce monde. Ce sont, je ne veux pas en faire des intellectuels pour autant, mais quand même, voilà, relativement cultivés. Mais qui, dans cette France féodale, n'ont aucun pouvoir politique. Or, par leur argent, par leur connaissance et par la puissance de leur réseau, ce sont malgré tout, eux aussi, avec l'évêque, les maîtres de Cahors. Ça ne pouvait pas durer. On ne pouvait pas donc, face à cette bourgeoisie richissime et relativement efficace et maligne, laisser tout le pouvoir à l'intérieur des mains d'un seul homme, le comte-évêque de Cahors. Donc à Cahors, comme un peu partout en Europe occidentale, cette bourgeoisie, qui est une nouvelle catégorie sociale qui émerge dans l'Europe médiévale. Avant le XIIe siècle, il n'y a pas de bourgeoisie. Donc c'est un phénomène nouveau. Cette bourgeoisie va donc n'avoir de cesse que de négocier des franchises fiscales, des libertés économiques, des libertés sociales, des libertés professionnelles. Ce sont des malins. Ils ne prennent pas la parole de l'évêque pour argent comptant, ils font consigner ça par écrit. L'université de droit de Montpellier a remis au premier plan la valeur de l'écrit. La parole donnée, crachée dans la main, ça ne marche pas. Donc à Cahors, comme ailleurs, nous avons une charte de coutume. Et pour jouer l'interface entre la bourgeoisie et le comte-évêque, qui est le pouvoir féodal, eh bien, il faut des représentants de la bourgeoisie, cooptés, choisis, plus que élus, n'en faites pas l'équivalent d'un conseil municipal comme aujourd'hui. Ce sont des magistrats municipaux, bien plus que des élus. Ces hommes, donc, qui vont former un collège de magistrats municipaux. Dans la moitié nord de la France, on les appelle les échevins. Dans la moitié sud, on les appelle les consuls. Et si vous regardez les noms des consuls, vous verrez que ce sont aussi souvent les noms des grandes familles de Cahors. Donc ils gagnent du pouvoir. Mais pour autant, dans cette France féodale, si on n'a pas de titre de noblesse, tout ceci est bien fragile. Ça tombe bien, parce que de la noblesse, ici comme ailleurs, nous en avons, une noblesse qui remonte à l'époque carolingienne, qui tire donc ses revenus de la terre. Or, la façon la plus lente, mais la plus sûre de se ruiner, c'est la terre. C'est pas de moi, la phrase. Et donc, souvent, les filles de cette noblesse, par exemple le baron de Cessac, du côté de Douel, Cessac, le baron de Prayssac, a tendance à marier sa fille avec un Caorsin. Comme ça, les descendants, ils ont les titres, les châteaux, ils prélèvent l'impôt seigneurial qu'on appelle le cens, et en même temps, ils ont la puissance économique que donnent les réseaux marchands. Voilà. Donc en quelques générations, en 3 générations maximum, les familles de bourgeois de Caorsin, je pense par exemple aux parents du pape Jean XXII, Arnaud Duez, son papa, c'est Jacques Duez, donc le pape, donc son père, Arnaud Duez, son frère, Pierre Duez. En 2 générations, ils sont passés de bourgeois richissimes, mais que bourgeois, roturiers, à familles possédant des titres de noblesse, des châteaux. Alors il y a quelques noms comme ça, les Béraud, Béraldi, la Béraudie, près de Pradines, et puis les 2 Jean qui vont nous donner les Junis. On apprend des choses. Voilà. Et très important, ce sont des bourgeois. Donc ce sont des gens qui vraiment maîtrisent les arcanes de l'économie. Ils se disent, alors c'est bien d'avoir des comptoirs marchands, est-ce que ça va durer? Une guerre peut éclater et détruire ces réseaux. C'est sur le commerce du drap de laine et drap de lin que les fortunes ont été faites, pas du tout le vin. Voilà. C'est une parenthèse. Pour moi c'est une évidence, mais voilà, c'est le commerce du tissu. C'est pas mal donc d'avoir fait les bons mariages. C'est pas mal aussi d'avoir des propriétés agricoles. Parce qu'en cas de guerre ou en cas de crise, et c'était chronique, mieux vaut avoir du blé, du seigle, plutôt que de la livre viscontine, même si elle a beaucoup de valeur. Voilà. Et donc, ces hommes, à l'instar d'ailleurs de l'élite gallo-romaine urbaine, vont avoir des villets rustiqués, des villas à la campagne, qui vont être à la fois des lieux de plaisance et de villégiature, des exploitations agricoles, et dans un environnement qui est toujours plus ou moins chroniquement violent, des maisons fortes aussi. Forteresse. Voilà, et donc on se retrouve donc avec des bories qui déjà dans son nom portent l'idée d'exploitation agricole, d'un palais à la campagne,
c'est une exploitation agricole, mais c'est aussi un palais à la campagne. Et la typologie de ces palais, c'est ce dont je vais parler tout à l'heure, est calquée sur les palais urbains, dont nous avons de très beaux exemples à Cahors. Alors, les gros exemples, c'est le palais de Èze, le quartier Saint-Barthélemy. Le palais d'Evia, qui est l'ancienne prison, qui est le château du roi, dont on voit très peu de choses, puisque c'est entouré de hauts murs. Voilà. Ça appartient toujours à l'administration pénitentiaire. Et comment vous dire, dans la culture de l'administration pénitentiaire, la notion de porte ouverte, c'est un peu controversé. Voilà, c'est assez mal. Mais on a des mini-palais urbains comme le 12 rue d'Orade, le 42 rue d'Orade, le rue du Bousquet, le collège de Rodez. Il faut que vous reveniez à des visites, hein, donc ça s'impose. Voilà, revenez, vous verrez tous ces exemples. Donc on a cette typologie qui est une typologie purement urbaine qu'on va translater à la campagne. Rien à voir avec les repères des chevaliers qu'on a en pleine campagne, c'est une typologie complètement différente. Donc ils vont à la fois, c'est là qu'est le tour de force et c'est là que vraiment l'architecture de la Borie est intéressante et elle est surtout, c'est samedi, je perds parfois mes mots, unique, c'est qu'elle est à la fois palais urbain à la campagne et maison forte. Parce qu'il faut quand même se protéger. Donc on va voir quels sont les différents aménagements que nous avons. La carte des Bories, des environs, ça peut toujours, vous l'avez dans ma main. Voilà. En général, quand je pose la question...